nous rejoignez, merci de votre fidélité. Bienvenue, mesdames et messieurs. Voici les titres de votre journal. Fin des travaux des journées de la planification et de la coopération internationale. 2 jours pour renforcer la synergie entre l'État guinéen et ses partenaires au développement. Nous ferons le point sur quelques résultats tout à l'heure avec Oumar Bari. Dans l'actualité encore, la première phase du projet Centre émergent Mines et Sociétés qui vient de prendre fin à Bokeh. 20 pays africains et une cinquantaine de centres ont bénéficié de cette initiative. Des actions qui ont permis de former des cadres et de réhabiliter des infrastructures. Et puis c'est un véritable moment de fierté nationale que vient de vivre la préfecture de Mandiana. Les athlètes guinéens tout juste revenus du championnat africain de Kung Fu ont été accueillis là-bas en triomphe. Le film de la célébration à la fin de ce journal. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Les travaux de la première édition des journées de la planification et de la coopération internationale ont donc pris fin à Conakry. Pendant 2 jours, les représentants de 18 pays invités, des experts nationaux et internationaux ont échangé autour de plusieurs thématiques. Le ministre directeur du cabinet de la présidence a officié la cérémonie de clôture, mettant en lumière les efforts engagés par les autorités autour du programme Simandou 2040. Oumar Bari. La première édition de la planification et de la coopération s'est achevée ce jeudi 26 juin 2025 à Conakry, marquant un tournant significatif dans la dynamique de gouvernance économique et statistique en Guinée. Président, ministre et directeur du cabinet de la présidence et président du comité stratégique de Simandou, El Hadj Djiba Diakité, accompagné du ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, la cérémonie de clôture a mis en lumière les efforts multisectoriels engagés autour du programme Simandou 2040. Pendant 2 jours, les travaux ont réuni des représentants de 18 pays invités, des experts nationaux et internationaux, des partenaires techniques et financiers, ainsi que de hauts responsables de l'État. Au cœur des discussions, la modernisation du système statistique guinéen, la planification de développement durable et le rebasage du produit intérieur brut PIB, autrement dit, la mise à jour des données économiques fiables du pays. La dernière journée a été marquée par une session technique sur le rebasage du PIB, exercice indispensable pour refléter fidèlement les réalités économiques actuelles et renforcer la planification stratégique du pays. Parmi les interventions phares, Paul Haringema, directeur général d'Afristat, a salué les progrès réalisés par la Guinée dans le domaine statistique, soulignant leur parfaite adéquation avec les objectifs du programme Simandou 2040. Le chantier et les attentes sont immenses. Et ils sont à la hauteur des ambitions affichées par rapport au programme Simandou 2040. Il me semble que pour bâtir un système statistique fort, je conseille vivement 3 choses. La première, c'est l'affirmation encore plus grande de la volonté politique en faveur de la statistique, en améliorant la part de son financement supporté par le gouvernement. Car nous pensons que la statistique devrait être considérée comme un secteur de souveraineté. Le deuxième facteur ou le deuxième conseil se réfère au renforcement des capacités. Et cela ne peut se faire qu'en améliorant la prise en charge des personnels en poste et en promouvant un plus grand accès à cette spécialité. Le troisième conseil se réfère à la promotion d'une bonne gouvernance du système. Le représentant résident du Fonds monétaire international en Guinée, Dr Néré Noumon, a quant à lui mis en avant l'importance du rebasage du PIB pour une meilleure évaluation de la performance économique du pays, appelant ainsi à consolider les efforts pour produire des données statistiques fiables et à jour. Les résultats de ce rebasage auront des implications considérables et stratégiques sur plusieurs indicateurs clés de l'économie guinéenne. Donc, tout d'abord, le ratio de la dette rapportée au PIB s'améliorera, mais ce sera une amélioration mécanique qu'il faudra évidemment accompagner avec un ajustement structurel, un ajustement institutionnel également. Donc, cette évolution offrira une image plus réaliste de la soutenabilité de la dette
mais elle exige une vigilance accrue pour éviter toute mauvaise interprétation. Deuxièmement, le revenu par habitant sera également revu à la hausse, affectant la perception du niveau de développement du pays. Le rebasage arrive à un point important de l'histoire de la Guinée, où le pays s'engage à relever d'importants défis en matière de développement et de diversification de l'économie dans le cadre du programme Simandou 2040. De son côté, Issa Diaw, du groupe de la Banque mondiale, a réaffirmé l'engagement de son institution aux côtés de la Guinée, soulignant que cette initiative contribuera à une nouvelle approche de la planification du développement national, plus structurée et orientée vers les résultats escomptés. En conjuguant données économiques fiables et cartographie fine, la Guinée se dote des outils nécessaires pour transformer l'ambition en action, notamment dans la perspective du programme Simandou 2040, levier clé de prospérité partagée. Ces deux initiatives s'inscrivent pleinement dans les priorités soutenues par la Banque mondiale, notamment à travers les objectifs du FASAOC, qui est le projet d'harmonisation et d'amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest et de Centre. Et comme vous le savez, harmonisation permettra un benchmarking avec les autres pays et traduisent une ambition partagée, renforcer les capacités nationales à produire des données utiles, fiables et orientées vers l'action. C'est dans cet esprit que la Banque mondiale demeure étroitement engagée aux côtés de la Guinée et les partenaires pour bâtir un système statistique moderne, accessible et au service du développement. Je voudrais donc saisir ce moment pour saluer les efforts remarquables de l'Institut national de la statistique dans la mise en œuvre de RGPH 4, actuellement en cours, et à laquelle nous sommes mobilisés en termes de financement aux côtés du gouvernement, sous les orientations avec l'appui technique de l'UNFPA. Le ministre du Plan et de la Coopération internationale, Ismaël Nadé, a exprimé sa gratitude envers les partenaires techniques et financiers, tout en félicitant les équipes nationales pour le travail accompli dans l'amélioration des données économiques du pays. Cette réforme marque une étape historique dans la modernisation de notre système statistique national. Elle réitère l'engagement fort du gouvernement à produire des données économiques plus fiables, plus comparables et plus actuelles. Des données au service de la planification stratégique, de la transparence budgétaire et de l'attractivité économique. Grâce à ce rebasage, le produit intérieur brut de notre pays, la Guinée, a été réévalué à hauteur de 51,2%, révélant un point accru des secteurs primaires et secondaires. Cette révision impacte favorablement les ratios économiques clés, tels que le taux d'endettement ou le revenu par habitant, renforçant ainsi la crédibilité de notre pays auprès des partenaires financiers et des investisseurs internationaux. Ce travail minutieux s'inscrit pleinement dans tous les piliers du programme Simandou 2040, en allant par l'infrastructure, le transport, la technologie, car moderniser nos outils statistiques, c'est doter l'État d'infrastructures immatérielles puissantes au service d'une gouvernance fondée sur les creuses. Makan Doumbouya, directeur national des statistiques, a présenté les résultats du rebasage et de la migration vers le système de comptabilité nationale. Selon lui, ces travaux ont permis d'introduire des changements méthodologiques majeurs, de mieux couvrir les activités économiques et de prendre en compte les évolutions structurelles de l'économie guinéenne. Le nouveau rebasage indique une croissance du PIB de 51,2%, témoignant de la sous-estimation antérieure du poids réel de l'économie nationale. Il est apparu nécessaire de procéder au rebasage et à la migration de nos comptes, conformément aux normes internationales. Les résultats obtenus nous indiquent une réévaluation du PIB de 51,2%,
lié principalement à deux facteurs. L'amélioration de la couverture des données qui sont utilisées. Pour rappel, on utilisait avant 400 états financiers, alors qu'actuellement on est à 2000 états financiers. Le deuxième facteur est l'amélioration, n'est-ce pas, de la méthode de calcul qui prend en compte notamment la recherche et le développement, les assurances et les télécommunications. Moment fort et émouvant de cette cérémonie, deux jeunes filles, élèves de Bissi-Krima dans la préfecture de Dabola, ont présenté un sketch mettant en lumière le programme Simandou 2040, notamment son volet Simandou Academy, consacré à l'excellence éducative et le renforcement du capital humain. Elles ont salué les efforts inlassables du chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, pour la relance du méga-projet Simandou et ont mis en avant la rigueur du comité stratégique dans son opérationnalisation, ainsi que l'élaboration et la mise en œuvre du programme Simandou 2040. Le seul combat du général Mamadi Doumbouya, ainsi que tout son gouvernement, est de faire une très grande promotion de Simandou 2040 afin d'attirer les bailleurs de fonds, stimulant leur croissance économique de la Guinée et l'intégration sous-régionale, voire continentale. Quand je regarde la RTG. Simandou 2040, c'est pour nous les enfants de Guinée que le gouvernement actuel prépare. Simandou 2040 est une réalité à la fois une initiative ambitieuse, portée par le gouvernement, visant à transformer la Guinée en une nation prospère et équitable. Et pour partager ce projet, ce rêve avec les enfants des autres qui étudient dans des grandes écoles. La volonté de ces mêmes gouvernements est d'engager la Guinée sur la voie d'un développement durable. Parce que les mines à elles seules ne peuvent pas développer un pays. Dans son allocution de clôture, le ministre directeur du cabinet de la présidence et président du comité stratégique de Simandou, El Hadj Djiba Diakité, a salué la qualité des échanges, la pertinence des interventions et la mobilisation des participants. Il a insisté sur la nécessité d'une planification rigoureuse, fondée sur les données fiables, dans le respect de la vision stratégique portée par le président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya. Selon lui, cette première édition jette les bases d'un développement responsable, inclusif et durable pour la Guinée. La planification de la Guinée à travers le programme Simandou 2040, c'est bien l'anticipation stratégique du développement socio-économique souverain, durable, responsable, maîtrisé par les filles et les fils de la Guinée avec un accompagnement des partenaires stratégiques sous la clairvoyance de son Excellence le général Mamadi Doumbouya. Ces deux journées ont été l'occasion, bien évidemment, de se poser les bonnes questions. Également, de poser un regard lucide sur les enjeux et les défis de développement auxquels notre pays fait face pour transformer nos ambitions en réalité tangible. Les différentes thématiques abordées ont permis aux participants de mettre beaucoup d'accent sur l'importance d'une planification rigoureuse et basée sur les données fiables pour assurer une allocation efficace de nos ressources et maximiser l'impact de nos actions, tout en mettant en lumière l'importance de la coopération internationale dans notre quête de développement. Ces jeux ont également permis de rappeler que le développement ne se décrète pas, il se construit ensemble avec une vision, avec un leadership, avec une compréhension, avec une intelligence collective. Simandou 2040, ce programme ambitieux porteur d'espoir et de transformation pour notre pays est au cœur de notre stratégie de développement. Il représente une opportunité unique de créer, bien évidemment, les emplois, créer des opportunités d'affaires,
également des opportunités de formation pour renforcer le capital humain. La planification est l'ossature du développement national. Et grâce à des données fiables, nous pouvons bâtir une Guinée à la hauteur des aspirations de nos populations, conformément à la vision éclairée de son Excellence le général Mamadi Doumbouya, a-t-il conclu. Merci à Oumar Bari pour toutes ces explications. Et puis, mesdames et messieurs, c'était un autre moment historique pour la Guinée. Le président de la République, général Mamadi Doumbouya, a officiellement reçu cette semaine le projet de nouvelle constitution. Ce document est le fruit de plusieurs semaines de travail assidu et de concertation à tous les niveaux. Un projet de nouvelle constitution qui symbolise donc une étape décisive dans le processus de refondation en cours dans notre pays. Et justement, mesdames et messieurs, nous allons en parler ce soir avec notre invité. Il est l'un des artisans de la conception de ce texte si important pour la Guinée. Bonsoir à vous, docteur Dansa Kourouma. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président du Conseil national de transition et vous avez donc largement contribué à l'élaboration de ce projet de nouvelle constitution. Quelles sont tout d'abord, docteur Dansa Kourouma, les grandes articulations, les grandes innovations contenues dans ce projet? Merci beaucoup pour l'intérêt. La Constitution, le projet de Constitution remis à son Excellence, Monsieur le Président de la République, découle d'un esprit et d'une pensée. D'abord, c'est la déclinaison logique en grand chantier de réforme en termes de construction de relations institutionnelles des trois piliers de la transition. Sur le plan social, le président de la République a fait du vivre ensemble le premier pilier de sa gouvernance. Et la Constitution devrait prendre en compte les grandes visions en termes de changement, en termes de renforcement de la cohésion et du vivre ensemble. C'est pourquoi, parmi les institutions qui sont prévues dans la nouvelle Constitution, nous avons naturellement la Commission nationale de l'éducation civique et des droits de l'homme. L'éducation de la population, l'éducation civique de la population, ça fait partie des grandes priorités de l'État qui permettent de consolider et de cimenter le vivre ensemble. Le deuxième pilier, qui est le pilier politique de la transition, s'articule autour de la construction d'institutions fortes et des liens démocratiques entre ces institutions. C'est pourquoi, parmi les innovations majeures de la nouvelle Constitution, c'est la création du Sénat. Nous basculons à un Parlement à deux chambres, dont le Sénat va assurer désormais le rôle d'équilibre des pouvoirs de l'Assemblée nationale pour une meilleure représentation des territoires et améliorer aussi la prise de décision au niveau parlementaire. Oui, et ça veut dire quoi concrètement? On a un Parlement, ensuite un Sénat. On a un Parlement à deux chambres. La chambre haute, le Sénat, et la chambre basse, l'Assemblée nationale. Nous basculons à un bicaméralisme qui permet naturellement de mieux représenter les territoires et deuxièmement, renforcer et qualifier le processus législatif. Parmi les autres innovations, c'est le pilier social qui est décliné naturellement en termes de vision et de dispositions constitutionnelles, notamment la consécration de la couverture santé universelle comme un droit de tous les Guinéens et l'éducation et la gratuité et son caractère obligatoire de maintien des enfants à l'école jusqu'à 17 ans. Et parmi les autres réformes du point de vue social, c'est toutes les actions qui sont envisagées en matière de participation de la jeunesse à la vie de la nation et les quotas de 30% minimum donnés aux femmes aux postes décisionnels et électifs. La question des langues nationales fait partie également des grandes innovations de la nouvelle Constitution. Désormais, selon le projet de Constitution, le français et les langues nationales ont même rôle de préséance au sein de la nation. L'enseignement des langues nationales, mais également la traduction des actes officiels dans la langue nationale devient une obligation pour l'État. Il y a assez de réformes sur le plan de la gouvernance démocratique. Et on a la mise en place de la Commission nationale du développement pour faire face aux piliers économiques de la transition. Et cet organe permet de définir à moyen et à long terme les grandes visions de la Guinée en matière de développement
tout en mettant un accent sur l'équité régionale et le développement durable comme mécanisme, sans oublier la gestion rationnelle des ressources naturelles pour les générations actuelles et futures. C'est une constitution qui a une trentaine d'innovations. Le temps ne nous permettra pas de les citer. Oui. Le document sera publié au journal officiel sous la bonne directive de Monsieur le Président de la République. Oui. Les Guinéens auront l'occasion de lire les grands changements qui sont prévus dans cette constitution. Oui. Alors, Monsieur le Président du CNT, un mot du mandat présidentiel et des candidatures indépendantes. Qu'en est-il là? L'une des grandes évolutions dans la Constitution, dans le projet de Constitution qui a été remis à son Excellence Monsieur le Président de la République, c'est la consécration du septennat. Le mandat présidentiel quitte désormais de 5 ans à 7 ans renouvelable une seule fois, ce qui est une avancée majeure parce que c'est une demande qui a été expressément formulée par les Guinéens, qui ressortait d'une double légitimité, la persistance de la demande au niveau de la population, qui estimait qu'un mandat de 5 ans ne permettait pas à un président de la République de dérouler tout son programme de développement. Et la deuxième chose, c'est du point de vue de sa pertinence. Les experts et les acteurs qui ont été rencontrés ont estimé que la Guinée doit renoncer à la démocratie conflictuelle pour construire les bases d'une démocratie consensuelle qui repose essentiellement sur une parfaite stabilité des institutions, dont l'exécutif, notamment le président de la République, est le pouvoir qui doit veiller sur la régulation. Troisième élément, les élections constituent un enjeu important en Guinée, qui, d'abord, du point de vue de leur coût et du point de vue de leur caractère conflictuel et des tensions et de l'insécurité qui découlent des élections, plus on rationalise l'organisation des élections, plus la sécurité et la stabilité du pays est encore meilleure. Ce qui est fondamental, c'est un courage politique, un courage réformateur extrêmement important que la Guinée a donné en ayant pour vision la stabilité des institutions et le renforcement de la cohérence et des rapports entre les institutions. De la candidature indépendante. La candidature indépendante est une autre innovation. Depuis les 15 dernières années, les Guinéens, la société civile, les intellectuels se battaient. Pourquoi tous les citoyens guinéens ne peuvent pas compétir pour l'élection présidentielle, par exemple? Pourquoi la suprématie des partis politiques quant à la conquête et l'exercice du pouvoir? Pour répondre à cette question, nous avons posé la question aux citoyens guinéens lors des différentes campagnes de vulgarisation. La réponse est simple. La Déclaration universelle des droits de l'homme stipule que tous les citoyens guinéens, tous les citoyens ont le droit de participer à la conduite des affaires publiques de leur pays. Ceci ne doit pas, que vous soyez membre d'un parti politique ou pas, si vous remplissez les conditions, vous devez contribuer et participer à la vie de votre nation. Donc la candidature indépendante est un moyen de vitaliser le processus démocratique et un moyen également de mettre un terme à l'hégémonie politicienne dans la vie politique de notre pays. Oui. Donc tous les citoyens guinéens, que vous soyez membre ou pas d'un parti politique, si vous remplissez les conditions d'éligibilité qui sont prévues à l'article 44 de la Constitution, vous avez le droit de participer aux élections avec un petit réglage, la notion de parrainage. Désormais, pour être candidat indépendant, vous devez remplir les conditions de parrainage qui seront naturellement définies dans une loi organique. Oui. Alors, Dr Dassa Kourouma, vous parlez tout à l'heure d'une trentaine d'innovations contenues dans ce projet de nouvelle Constitution. Qu'est-ce que vous avez voulu? Quel État vous voulez pour la Guinée en introduisant ces innovations dans ce projet de nouvelle constitution? Une constitution doit s'incruster sur la base d'une analyse rétrospective du passé politique. Le capital politique, le capital démocratique et les relations entre les constitutions qui se sont succédées dans notre pays, l'analyse critique de ça nous a amené à définir une nouvelle pensée constitutionnelle. La constitution ne doit pas être un problème, elle doit être une solution au problème du pays. C'est pourquoi l'étude du passé politique nous a mis devant un certain nombre de réalités, dont la frilosité des institutions, la personnalisation des institutions, tel que contenu dans le discours de prise du pouvoir du 5 septembre 2021, le président de la République s'est engagé devant la communauté nationale et internationale de mettre fin à la personnalisation du pouvoir et des institutions. Pour répondre à cette question, nous avons bâti des institutions qui répondent à deux exigences. La première, l'exigence de légitimité.
les hommes et les femmes qui sont amenés à conduire ces institutions doivent être choisis, méticuleusement choisis, sur la base de leurs compétences, de leur expérience et de leur intégrité. Et la deuxième exigence qui est extrêmement importante, la Constitution a clarifié clairement la mission de ces institutions-là. Quand le texte constitutionnel clarifie les missions, les attributions et les modalités de fonctionnement des institutions et les modalités de choix des hommes, nous avons la garantie que ces institutions seront efficaces. L'autre élément qui est extrêmement important, c'est la refondation prônée par le président de la République. C'est aussi une constitution de refondation des institutions et de requalification des rapports entre les institutions, mais aussi l'enracinement du vivre ensemble comme modalité pratique d'apprentissage de la vie démocratique. C'est pourquoi il est extrêmement important, quand vous lisez les articulations entre les articles et les titres de la Constitution, il y a un exercice naturellement de sortir des superflus constitutionnels que nous avons connus dans le passé. Oui. Alors, au mois de septembre prochain, les Guinéens seront donc appelés à se prononcer sur ce projet de nouvelle constitution. En attendant, en 30 secondes, quel est le message que vous avez pour tous les Guinéens qui nous regardent ce soir? Le président de la République, lors de sa prise de responsabilité, dans son premier discours le 5 septembre 2021, il s'est engagé à construire avec les Guinéens une constitution qui nous ressemble, c'est-à-dire qui correspond à nos réalités socio-politiques, culturelles et identitaires authentiques. Et deuxièmement, une constitution qui nous rassemble, c'est-à-dire une constitution qui va consacrer des institutions qui mettront fin à la dislocation ou à l'émiettement du tissu social. Ces institutions doivent être le reflet d'une société qui se réinvente et garantir les bases d'un développement durable du pays. C'est la transformation en termes de dispositions fondamentales de cette vision politique que la nouvelle constitution a été bâtie. Je demande aux Guinéens, d'abord, avant de solliciter, je les remercie pour leur implication lors des phases de consultation. Nous avons consulté près de 300 000 Guinéens avant d'écrire l'avant-projet de constitution. L'enthousiasme, l'ouverture et l'envie de participer à la construction d'un processus constitutionnel qui garantit l'avenir de notre pays enchante. C'est pourquoi tous qui ont participé de près ou de loin, je les remercie au nom du chef de l'État et au nom de tous les membres du CNT. La deuxième chose que je vais leur demander, c'est de réserver un vote à 100% lors du référendum qui se tiendra le 21 septembre. Et une constitution aussi belle qu'elle soit, aussi structurée qu'elle soit, aussi cohérente qu'elle soit, elle ne peut être applicable si elle est légitimée par le suffrage populaire. C'est pourquoi la promesse faite par les Guinéens, si leurs préoccupations sont prises en compte dans la Constitution, qu'ils vont réserver un vote à 100%, je demande aux Guinéens, tous le 21 septembre 2021, de voter oui pour la Constitution qui sera publiée les jours à venir au journal officiel par les offices de son Excellence, Monsieur le Président de la République. En tout cas, Monsieur le Président du CNT, on aura l'occasion de revenir beaucoup plus amplement sur ce projet de nouvelle constitution. Pour ce soir, c'est terminé. Nous vous disons grand merci. Grand merci à vous, Dr Dansa Kourouma, président du CNT, qui était ce soir l'invité de ce journal. Ce journal qui se poursuit avec cette série de rencontres pour le nouveau bureau du réseau des institutions de financement des collectivités locales, conduite par le directeur général de l'ANAFIC, en même temps président élu. L'équipe s'est rendue successivement au ministère de l'administration du territoire et au département en charge de l'habitat. Les échanges ont porté sur la présentation du nouveau bureau élu pour un mandat de 3 ans. Oumelamine Kamara. Au lendemain de l'élection de la Guinée à la tête du réseau des institutions africaines de financement des collectivités locales, RIAFCO, lors du colloque international de Conakry, le directeur général de l'ANAFIC, président élu et ses pairs des autres pays membres de l'institution multiplient les contacts auprès du ministère en charge de l'administration du territoire et celui en charge de l'habitat. Je vous remercie du choix porté sur la Guinée pour la présidence de RIAFCO. Monsieur le nouveau président de RIAFCO, nous prions Dieu de vous assister pour mériter la confiance et pour donner une nouvelle vie au réseau international africain de financement des collectivités.
L'engagement des autorités a accompagné le RIAFCO dans sa mission de développer des initiatives d'émergence des collectivités territoriales au bénéfice des communautés est sans faille. La mission est certes difficile, mais il n'est pas insurmontable. Le nouveau bureau du réseau reste déterminé à atteindre les objectifs assignés durant les 3 ans de mandat. Je le remercie, Monsieur le Président de la République, et le rassurer de l'engagement de l'ANAFIC et de toute son équipe. Parce qu'il faut aussi dire que les résultats qui ont été obtenus sont un résultat collectif, dans ce sens que c'est toute l'équipe de l'ANAFIC qui s'est engagée, qui travaille tous les jours pour pouvoir atteindre ces différents résultats. Je me félicite personnellement que ce soit la Guinée qui soit élue pour assurer pendant les 3 ans la destinée, la présidence du RIAFCO. Bravo à la Guinée. À ce jour, le RIAFCO est composé d'institutions de financement des collectivités locales issues des 14 pays africains. Le RIAFCO joue un rôle clé dans le plaidoyer, la promotion de connaissances et le renforcement des capacités des agences de financement des collectivités locales. Dans l'actualité encore, l'axe de coopération Conakry-Moscou se renforce et se diversifie. Des partenariats stratégiques continuent de se concrétiser, notamment dans le domaine éducatif. Des académies scientifiques du pays viennent de sceller une collaboration avec les institutions éducatives de la Fédération de Russie. Objectif, contribuer à la qualification du système éducatif guinéen. Dianet Diansane. Dans le domaine scientifique, la Guinée multiplie son offensive diplomatique avec la Fédération de Russie. À Conakry, ce axe de coopération proposé prend une ascension fulgurante à travers une fusion entre les académies des sciences de Guinée et de la Fédération de Russie. Il faut mentionner que les directeurs des instituts russes ont préparé des présentations sur les axes et les directions de la recherche conjointe qui revêt un intérêt réciproque et un intérêt à l'économie de la République de Guinée. Nous avons présenté toute l'information et toutes nos présentations sur les axes et les directions de CEREMAC et on a abordé les axes et les directions qui sont d'un intérêt gagnant-gagnant pour les deux pays. C'est une tribune d'échange d'idées qui projette un avenir équitable pour les étudiants guinéens. Elle est caractérisée par une coopération scientifique susceptible de former les cadres compétents dans un monde en perpétuelle mutation. Nous avons vu que les programmes de recherche cadrent bien avec les 5 piliers du programme Simandou 2040. Il parle beaucoup de la recherche pédologique. A permis de vendre les potentialités minières de notre pays. On fait le point avec Saint-Martin Fancinadouno. Le Salon des mines et carrières de Guinée est à sa première édition. Il représente un événement majeur pour le secteur minier. Ce rendez-vous continental et international a réuni décideurs, partenaires techniques et financiers et promoteurs miniers, ainsi que les délégations étrangères. Aujourd'hui, la gouvernance menée par le général d'armée Mamadi Doumbouya dans le secteur minier est une gouvernance vertueuse. La Guinée est un pays minier. La Guinée se doit de se doter d'un événement qui puisse rassembler l'Afrique. On part souvent en Afrique du Sud à des grands salons, mais on aimerait que d'autres acteurs de la sous-région viennent en Guinée. À ces rendez-vous, des sujets cruciaux sont abordés tels que la gestion durable des ressources, la protection de l'environnement, la sécurité au travail, l'implication des communautés locales et le respect du contenu local. La participation de Siramamba Mining à cette première édition du Salon international des mines de Guinée, c'est un peu faire voir sur le terrain ce que nous faisons. Au-delà de soutenir aussi le COP, les organisateurs de ce salon, nous avons voulu aussi venir et montrer nos différentes activités, nos différentes formations que nous proposons et aussi nous faire connaître auprès du grand public, auprès de ces acteurs miniers, là, ces entreprises minières là, pour leur dire qu'il y a un cabinet de formation en santé-sécurité
qui est là. En encourageant la transparence et la bonne gouvernance dans le secteur, le Salon des mines et des carrières peut renforcer la confiance des investisseurs et des citoyens, comme le souhaitent les autorités du ministère des Mines et de la Géologie. Cette initiative est plus que salutaire, puisque ça porte sur un thème phare qui retient l'attention de nos décideurs aujourd'hui. C'est comment faire bénéficier les retombées des mines aux communautés. En abordant les enjeux de développement durable, les organisateurs pensent que cette initiative peut contribuer à une meilleure gestion des ressources minières en minimisant les impacts environnementaux et sociaux et à stimuler l'investissement, la création d'emplois et la croissance économique du pays grâce à l'exploitation responsable des ressources naturelles du pays. À l'Institut supérieur des mines et géologie de Bokeh, le projet Centre émergent mines et sociétés vient de terminer sa première phase. 20 pays africains, dont la Guinée, et 51 centres ont bénéficié de ce projet. L'initiative aura permis pendant 6 ans de renforcer les capacités des enseignants et des étudiants, de reconstruire et d'équiper certaines infrastructures. Bakary Bamba Kondé. L'Institut supérieur des mines et géologie de Bokeh a servi de cadre à la clôture de la phase d'émergence du projet ambitieux dénommé Centre émergent mines et sociétés. Lancé en 2019 sur financement de la Banque mondiale à travers le ministère de l'économie et des finances, ce projet vise à renforcer les capacités de recherche et d'innovation dans le secteur minier, mais aussi produire en quantité et en qualité une main-d'œuvre hautement qualifiée. Le projet a eu un impact sérieux sur la formation des cadres, la formation des étudiants, la recherche scientifique au sein de l'Institut supérieur des mines et géologie de Bokeh, avec la rédaction des articles scientifiques, la participation aux colloques internationaux. Ensuite, le projet a eu un impact très considérable en matière de la coopération interuniversitaire. Dans ce projet également, on a réussi à avoir un accompagnement très concret pour la mise en œuvre de nos programmes de master et de doctorat. Tous ces résultats réunis, nous en sommes très satisfaits. Et cette année 2025, où le projet doit fermer ses portes et fenêtres, en guillemets, l'Institut est à un niveau vraiment assez compétitif. Des partenariats avec des entreprises privées et des institutions internationales sont envisagés pour renforcer encore davantage les capacités du centre. Nous sollicitons auprès des autorités à tous les niveaux l'accompagnement et la pérennisation de ce projet au niveau de l'Institut dans l'intérêt supérieur de la jeunesse guinéenne. Avec ses laboratoires équipés de technologies avancées, l'Institut supérieur des mines et géologie se positionne comme un acteur clé dans la formation des futurs professionnels du secteur minier en Guinée. Construction des aérodromes régionaux. Le ministère des Transports veut que les entreprises en charge des chantiers aillent encore plus vite. Le secrétaire général du département, à la tête d'une délégation, s'est rendu à l'Abbé pour évaluer l'état d'avancement des travaux. Après constat, il a été demandé à l'entreprise d'accélérer les travaux pour la livraison des infrastructures dans un bref délai. Sarafdin Diallo, Ablé Diallo. Doter la Guinée d'infrastructures aéroportuaires de haut standing afin de fluidifier le transport aérien, tel est l'objectif prioritaire du CNRD à travers le ministère des Transports. Des chantiers de construction et de reconstruction des aérodromes régionaux sont ouverts à l'intérieur du pays. À l'Abbé, le secrétaire général et son équipe viennent s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de construction de l'aérodrome régional. À l'étape de l'Abbé pour constater justement au niveau des infrastructures aéroportières ce qui est dit au niveau des rapports que nous avons consolidés au niveau du département. Est-ce que les faits sont corroborés par le constat physique que l'on fait aujourd'hui sur le terrain? Donc on a constaté effectivement beaucoup de volonté à aller de l'avant, mais aussi relever certains aléas qui ne permettent pas aujourd'hui malheureusement de livrer le chantier comme je l'aurais espéré bien plus tôt. Mais tout est pris en compte pour que des mesures correctives soient apportées à l'effet de pouvoir donner un livrable le plus tôt que possible. Globalement, le chantier est à 41% d'avancement et comme exige le secteur général,
Et l'entreprise a tout mis en œuvre pour que ce délai soit respecté avec un travail de qualité. Les autorités régionales veillent sans relâche à l'accélération et à la qualité de l'exécution des travaux. Nous sommes soif de voir l'aéroport de l'AB ouvrir ses portes pour les voyageurs qui va desservir l'AB Sénégal, l'AB Conakry, l'AB Gambie, un peu partout, et ça va faciliter le trafic et le commerce interne. En visitant le chantier de construction du département des transports, ont donné des instructions pour le respect du délai contractuel de livraison. À Kindia maintenant, la ville des agrumes, des consultations se poursuivent en vue de la restauration des forêts et de la lutte contre le réchauffement climatique. L'initiative du projet NBS Forêt guinéenne du Centre d'études et de coopération internationale CECI. L'objectif est d'amener la population à s'impliquer davantage dans la préservation de l'environnement. Moussa Bangoura. La restauration des forêts guinéennes au cœur des activités du Centre d'études et de coopération internationale. Ici à Kindia, des causeries éducatives ont été organisées à l'intention des groupements de femmes, coopératives, responsables locaux et environnementalistes. La lutte contre le réchauffement climatique et la protection des droits de la couche féminine sont des sujets débattus. Pour nous, les femmes occupent une part importante et au cœur même de notre réflexion, d'où l'intérêt d'inviter les femmes pour qu'elles s'impliquent dans le cadre de la restauration et qu'elles bénéficient en même temps des retombées de cette restauration. Pour permettre aux femmes de contribuer aux côtés de l'État à la conservation de la nature, qui est souvent à la base de ce changement climatique, nous sommes là avec les femmes pour les aider à s'améliorer davantage. L'enjeu est d'amener la population à préserver l'environnement, mais également conscientiser les femmes en milieu rural à s'impliquer davantage dans la restauration des forêts. Depuis que ceci est à Kindia, il a pris dans ses deux mains la préoccupation des femmes, surtout en créant, n'est-ce pas, les activités générantes des femmes. Et les potagers qu'ils font, il y a le modernisme qui est là, parce qu'on les assiste sur tous les plans. La protection de l'environnement nous incombe à plus d'un titre ici dans la région de Kindia. Nous savons que les femmes ont beaucoup fait et ils doivent beaucoup faire. Les porteurs du projet comptent aller jusqu'au bout afin que ce combat contre le réchauffement climatique soit une réussite dans les zones couvertes par le projet NBS Forêt guinéenne. Dans l'actualité encore, l'agence de gestion des routes et l'agence guinéenne d'exécution des travaux d'intérêt public pour l'emploi unissent leurs forces pour curer les caniveaux de la capitale. Elles ont lancé hier une vaste opération de curage des caniveaux dans la commune de Kaloum. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet à haute intensité de main-d'œuvre, un projet qui se donne pour objectif d'améliorer l'assainissement urbain tout en favorisant la création d'emplois temporaires pour les jeunes. Moussa Komara. Une vaste opération de curage des caniveaux déclenchée par l'agence guinéenne d'exécution des travaux d'intérêt public pour l'emploi AGETIP en tandem avec l'agence de gestion des routes AGEROUTE pour éviter à Kaloum des inondations pendant des périodes de crue. Notre agence, dans son programme d'entretien routier annuel 2025, a initié un vaste programme d'assainissement dans le cadre de l'entretien préventif des routes. Sur ce, nous avons signé des partenariats avec les structures compétentes en la matière, dont l'AGETIP. Plus qu'un curage, cette activité de haute intensité de main-d'œuvre va mobiliser 300 jeunes de Kaloum. Tous seront équipés et rémunérés pour déboucher les caniveaux d'évacuation d'eau afin d'améliorer le cadre de vie de la population. Ça me crée un minimum emploi. Si j'étais dans le quartier sans emploi, maintenant à travers la commune, par le travail partiel là, donc je suis embauché durant 10 jours, pendant 10 jours, donc ça me fait du bien. À Kaloum, 26 caniveaux d'urgence seront complètement nettoyés durant 15 jours. Le fonds d'entretien routier finance toute l'opération. L'objectif étant de protéger le patrimoine routier, mais aussi changer l'image du centre administratif du pays en toute saison.
Ces curages de caniveau-là, c'est la deuxième action de l'AGETIP à travers la Géroute dans la commune de Kaloum. L'année passée, ils sont venus, grâce à eux, on n'a pas subi assez de pertes au niveau de Kaloum pendant la saison pluvieuse. Ce nouveau partenariat voulu par le ministère de la Jeunesse et des Sports, qui espère occuper sainement les jeunes, va s'étendre aux communes de Dixine et Ratouma pour créer 1100 emplois temporaires. Farana fait également sa toilette en ce début de saison de pluie. C'est le mouvement Guinée Unie autour de son histoire pour le progrès qui lance une opération d'assainissement des grandes artères et lieux publics de la ville. Une action pour prévenir des maladies liées à l'insalubrité. Ibrahima Oulem Fofana. Puis s'abattre sur Farana, le défi de la salubrité se pose avec acuité. Le mouvement Guachip prend les devants, balai à main, brouette et raclette à l'appui. Ses membres investissent les rues principales pour débarrasser la ville de ses déchets. C'est dans le cadre de la lutte contre l'insalubrité. Nous nous sentons citoyens libres. Tout ce que notre président, bien aimé, initie, entreprend pour le bien-être de la population guinéenne, on est tenu d'emboîter les pas. Les abords des effigies du président Ahmed Sékou Touré et du général Mamadi Doumbouya ont été nettoyés. Une action citoyenne saluée par les autorités locales et que les organisateurs s'engagent à poursuivre régulièrement. Nous sommes très réconfortés de prendre part à cette opération d'assainissement. Et ils sont venus nous voir pour nous dire qu'ils voudraient assainir la ville de Farana. Alors nous en donnons notre feu vert avec la commune bien sûr. Et ce matin, nous sommes venus pour les encourager. Soutenus par les femmes et les jeunes du Sankaran, les membres du mouvement veulent aller plus loin pour faire de Farana une ville propre et saine. Une question à présenter dans ce journal. Comment moderniser la gestion publique grâce au numérique? Le projet de digitalisation des paiements gouvernementaux dans les pays membres de l'Union du fleuve Mano tente de relever le défi. Ce projet, baptisé DigiGov, touche à sa fin. À Conakry, les parties prenantes se sont retrouvées pour une session de présentation du rapport d'achèvement. La rencontre s'est déroulée en présence des représentants du gouvernement, des bénéficiaires et des partenaires techniques. Kadiatou Suleiman Keita. C'est une étape majeure qui vient marquer la fin d'un ambitieux projet régional lancé depuis des années dans les pays membres de l'Union du fleuve Mano. Connu sous le nom de DigiGov IFM, ce projet visait à renforcer l'inclusion financière, améliorer la traçabilité des paiements gouvernementaux et favoriser un climat des affaires plus attractif en Guinée. 2022, son Excellence Monsieur le Président de la République a revalorisé les bourses d'études des étudiants. Mais ce que nous, à l'époque, son Excellence Madame la Ministre de l'Enseignement supérieur, le Dr Gaka Sidibé, et moi, on avait promis à l'époque, c'était de maîtriser les effectifs. Depuis janvier, en tout cas 2025, la Direction générale des impôts fait plus de 100% de ses prévisions budgétaires. Donc nous avons compris que la digitalisation et que les matériels informatiques ont amélioré la qualité, en tout cas, de notre rendement. Les résultats du projet DigiGov UFM s'inscrivent désormais dans une vision durable de la gouvernance numérique en Guinée, laissant espérer des perspectives encore plus ambitieuses pour l'avenir. Il y a d'autres instruments qui ne sont pas les moyens sur lesquels le gouvernement se propose d'intervenir. Et l'UCP est déjà associé à la mise en place de notre projet de plus grande envergure qui va notamment adresser les insuffisances liées aux infrastructures du système national de paiement numérique. Le rapport d'achèvement du projet a été salué par l'ensemble des parties prenantes. Reste désormais à capitaliser sur ces acquis pour assurer la pérennité des réformes engagées dans notre pays. Un mot de sport avec cet accueil triomphal à Mandiana pour célébrer les athlètes guinéens qui ont raflé des médailles lors du championnat africain de Kung Fu en Égypte. Ce retour au Bercail a mobilisé toutes les couches sociales du Wassolon pour féliciter ce sacre historique. Les moments forts de cette journée de célébration avec Yara Diallo.
Mandiana en effervescence pour accueillir ces deux athlètes qui ont fièrement représenté le tricolore national lors du 9e championnat africain de Kung Fu en Égypte. Avec ses médailles obtenues en argent et en bronze, cette prouesse est applaudie pour apprécier ce parcours inspirant qui redonne de l'espoir au pays d'être à la première place de toutes les activités sportives. Nous sommes là par rapport aux championnats africains qui ont été faits en Égypte où Mandiana a eu des athlètes. Donc à travers de cela, la Guinée a eu des médailles. Donc le secrétaire général et le directeur national technique de la Fédération de Kung Fu sont venus pour les accompagner, pour représenter les médailles aux sages, aux femmes, aux jeunes, au niveau des autorités préfectorales et communales pour féliciter la jeunesse de Mandiana. Toutes les couches sociales du Wassolon sont mobilisées pour cet instant d'émotion et de fierté collective. La performance des athlètes est saluée pour inciter d'autres à relever ce brillant défi qui honore la République de Guinée. Le maître mot, la solidarité pour encore aller plus loin. Avoir médaille d'argent en Afrique dans une compétition de combat, c'est pas aisé, c'est pas donné à n'importe qui. Mais les deux jeunes de Mandiana, ils se sont hissés au haut du sommet africain. Donc nous ne ferons que les remercier et encourager les autres à pratiquer ce sport. Ce retour triomphal de ces athlètes marque le début d'une nouvelle ère pour cette discipline sportive dans le pays, notamment dans la préfecture de Mandiana où le Kung Fu est convoité à plus d'un titre par la nouvelle génération. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres actualités de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Je vous souhaite à tous de passer une belle soirée en compagnie de nos programmes.